Alors Laurence, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es romancière. Toute ton œuvre romanesque se pose la question de la construction de soi, de la survie du sentiment intérieur et du monde intime par le truchement magique, salvateur de l'écriture. Ce nouveau roman, À la fin, le silence, paru en septembre dernier aux éditions du Seuil, s'empare de ce que l'histoire littéraire et les écrivains eux-mêmes ont décrit comme étant l'innommable, l'indicible, à savoir la nuit, le meurtre sauvage, la barbarie parisienne cette fois-ci, puisque tu évoques ces jours angoissés de l'hiver 2015, où toi et ta famille prenez conscience des tueries survenues à Charlie Hebdo, à l'Hypercacher, puis plus tard dans l'année au Bataclan. Alors pris en tenaille entre ces deux moments de tragédie absolue, il y a la vie, il y a l'espoir. En l'occurrence, c'est la naissance de ton petit garçon, ton troisième enfant. Alors, un contrepoint passionnant et ambitieux s'énonce dans ton roman. Parler de la grande histoire en même temps que de ton histoire familiale. Évoquer l'extérieur, qui nous concerne tous, et l'intérieur, le tien. Écrire la peine universelle, sans hésiter pour autant à la mêler à la détresse intime. Alors ce contrepoint, cette oscillation, me semble être le pari sublimement réussi de ton livre, où sans cesse tu poses la question, toujours, de la légitimité et de la possibilité d'une telle entreprise. Parler de la barbarie, de l'horreur, de tout cela, et de soi en même temps. Ça peut paraître un peu bizarre comme démarche. C'est un pari. Alors ce questionnement est passionnant, car il est celui qui incombe à tout écrivain honnête. Comment parler de soi, comment confier à la page la moindre subjectivité, le moindre atermoiement personnel après ça, sans être obscène. Car nous écrivons toujours après la nuit. Le XXe siècle et le début de notre XXIe siècle naissant nous l'ont appris. Et plus que jamais, l'écrivain endosse, tout comme toi, Laurence, la fonction d'un témoin, comme Paul Celan l'avait écrit. Alors, pour commencer, je voudrais qu'on parle de cette fibre autobiographique qui semble être la tienne. Parce que la tessiture de tes livres n'est souvent autobiographique. Est-ce que tu peux nous parler, Laurence, de ce choix et de l'influence de certains auteurs sur ton œuvre, comme Annie Ernaux, par exemple, que tu aimes beaucoup? Merci Cécile pour tout ce que tu viens de dire qui me touche infiniment et qui est si bien dit que je vous appelle prendre la parole après tout ça. Il y a beaucoup de choses dans ce que tu... Donc j'ai essayé de répondre d'abord à ta question sur l'autobiographie, sur le choix. En fait, c'est... Moi, je vois... Bon, l'écriture, chez moi, est là depuis l'enfance, depuis que j'ai commencé à apprendre à lire, à découvrir vraiment la joie immense de la lecture, de ces voyages immobiles qui m'emportaient. Et tout de suite, vers 6-7 ans, c'est imposé comme une nécessité le fait de prendre une feuille de papier, un crayon, et d'écrire pour pouvoir vivre, pour pouvoir ne pas être submergé par la rapidité à laquelle les choses vont dans la vie, le fait de ne pas avoir le sentiment de me noyer, de faire sens, de trouver du sens, voilà. Et ensuite, les années ont passé, j'ai eu l'immense chance de pouvoir commencer à être publiée, et à l'époque c'était un travail fictionnel. En 2002, mon premier livre publié, puis d'autres livres ont suivi, un travail de fiction. Et je vois mon travail d'écrivain comme un long chemin, absolument passionnant, absolument périlleux, absolument jubilatoire, dont je ne connais jamais l'étape d'après. Mais ce qui est très important pour moi, c'est qu'à chaque étape, ça fasse sens. Que j'écrive, parce qu'à un moment, il faut que j'écrive ce que j'ai à chercher en moi. Voilà. Et il se trouve que ce chemin a fait que, au départ, c'était la fiction qui me semblait être pour moi le plus grand espace de liberté et d'expression aussi personnelle et intérieure à ce moment-là. Mais je trouvais qu'en déformant un tout petit peu, en tordant le réel, j'étais très bien, très heureuse, très libre là-dedans. Et puis on n'a pas le temps de raconter tout ça, mais à un moment, une urgence s'est imposée qui revenait de mes mondes familiaux, de ce que j'avais vécu dans ma famille. Et là, tournant en 2011, un travail autobiographique,
Et effectivement, à ce moment-là, j'ai découvert à peu près en même temps le travail d'Annie Ernaux, qui est une lumière pour moi. Cette femme, en tant qu'écrivain et en tant que femme, est une lumière comme un guide. Je trouve son travail absolument admirable, d'une rigueur et d'une... sans concession. Et elle pousse l'écriture jusqu'au bout de quelque chose. Voilà. Et elle a été pour moi une sorte de guide dans cette recherche de vérité intérieure, qui est évidemment ma vérité, qui n'est pas la vérité. Et j'ai eu cette phase entre 2011 et ce livre vient clore a priori, puisque je suis en train de travailler sur un livre qui sera un livre de fiction pour le prochain. Mais voilà, j'ai eu une phase où le travail autobiographique, la quête de mon écriture passait par ce territoire autobiographique. Évidemment que je cherchais à explorer de la manière la plus littéraire possible, et j'ai trouvé beaucoup de liberté littéraire justement dans ce travail. C'est une phase qui est en train de se clore, c'est ça qui est passionnant. Voilà, c'est ce cheminement, cette quête, et accepter d'aller là où l'écriture vous appelle, et surtout ne pas être dans le vouloir, mais être dans cet abandon à l'écriture qui vous emmène, je trouve, et je suis sûre que tu partages aussi ça, là où moi je ne serais jamais allée sans elle. Je ne sais pas si je suis claire, mais enfin, tout ça me traverse profondément. Alors, tout à l'heure, j'évoquais l'innommable en littérature. Hein, c'est le titre, j'ai des étudiants qui sont là, ils vont dire radote, pas toujours des mêmes trucs. C'est le titre d'un roman de Beckett du début des années 50. L'innommable, traduit dit malgré tout par Beckett, par Celan, par Adorno, par Bachmann. On sait ce que c'est dire l'indicible en littérature, dire le pire, et tous pourtant nous ont mis en garde contre cette tentation d'écrire sur ce qu'on ne pouvait nommer. Rimbaud, dans un autre contexte, disait dans Une saison en enfer, je tentais de fixer les vertiges, de noter l'inexprimable, de décrire des nuits. Alors, justement, puisque c'est si difficile de dire ce qui est indicible, la question que je voudrais te poser, Laurent, c'est comment toi as-tu réussi, même physiquement, à fixer ce vertige, parce que tu l'avoues toi-même, l'entreprise risquait d'être incongrue. Quelques mots de toi que j'ai été prendre, page 19, page 31 dans ton livre. Mon projet d'écriture sur la maison de mon enfance, on va en parler, donc, parce qu'il est question de choses très personnelles venant de Laurence. Mon projet ne tenait plus face à ce qui s'était passé. Plus grand-chose ne tenait, à vrai dire. Quelque chose s'était désagrégé pour toujours, depuis le 7 janvier. Un peu plus loin, comment écrire sur la maison de mon enfance? Après ça c'est presque freudien, on a un tabou, on a quelque chose de dégoûtant ici. C'était la défaite, plus loin encore, la défaite des mots, la défaite du réel, la défaite de tout. Comment tu t'es débrouillée avec ce truc? Mais parce que ce truc, c'est ça, c'est le sentiment d'être précisément, comme tu le dis, face à l'innommable. Et pour moi, il n'y a rien, pas plus grande violence que de se trouver à un moment sans mots devant le réel. Parce que perdre les mots, c'est perdre pied. Voilà, donc retrouver les mots, que ce soit par rapport à un événement intime intérieur ou par rapport à un événement collectif qui nous concerne tous, me semble absolument nécessaire. Et en fait, voilà, c'est ce mot nécessaire que je cherchais. Ce qui m'a tenue, ce qui a fait que malgré ce projet insensé quand même d'écriture, de livre, de effectivement entrelacer une perte intime, à savoir la perte de la maison de mon enfance et une perte collective, ce qui m'a tenue, c'est ce sentiment de nécessité que je ressentais très profondément et qui finalement, dans tous mes livres, a été mon seul moteur, mon seul déclencheur, qui est toujours mon seul repère, parce qu'on navigue à vue quand on écrit, mais si je ressens de manière très profonde le sentiment de nécessité, le sentiment d'être appelé de manière obsessionnelle, parce qu'il le faut, par l'écriture vers ces endroits-là,
une longue marche, etc. Alors je sais qu'il y a un livre à tenter. Je dis à tenter parce que pour moi, chaque livre est comme une quête, une traversée. Je ne sais jamais si je vais trouver quelque chose. Mais juste pour être un tout petit peu plus concrète, peut-être plus claire, en fait, au départ, le projet du livre, effectivement, c'était d'écrire sur la perte de la maison de mon enfance. On en reparlera. Un tel chagrin que je me disais, seule l'écriture va pouvoir me permettre d'affronter ce chagrin, de le regarder en face et peut-être d'aller au-delà. Voilà. J'avais écrit 60, 80 pages, 7, 8, 9 janvier 2015, l'effroi, la sidération. Et là, évidemment, il n'était pas question, le 8 janvier, que je reprenne mon texte comme si c'était rien passé. La seule chose que j'ai pu faire à partir du 9 janvier, c'est pour moi, et pas du tout dans l'idée d'en faire un livre au départ, essayer de trouver des mots. Parce que j'avais l'impression que il fallait, coûte que coûte, en tout cas pour moi à ce moment-là, trouver des mots. Et puis, les semaines ont passé. J'ai écrit des sortes de gribouillis sur ces journées d'effroi. Et il y a un moment, une sorte d'intuition, où je me suis dit, finalement, j'ai l'impression qu'il y a comme un écho, que je n'arrivais pas très bien à comprendre à ce moment-là, mais comme un écho entre ces pages que j'avais commencé à écrire sur la perte de mon monde intime et ce que je tentais d'exprimer sur ces événements. Et je le ressentais à ce point fortement, et je fais confiance à l'écriture, et je vois ce qui se passe. Et donc, effectivement, c'était un projet de livre très, très, très périlleux, mais ce qui m'a fait y croire à chaque moment, jusqu'au bout, c'était ce que moi, je ressentais profondément, cet écho-là que je ressentais profondément. Alors, l'écriture, tu lui confies beaucoup de choses, tu lui fais confiance, mais tu sais qu'elle est vraiment prise en tenaille entre un avant et un après. Oui. Je veux bien que tu nous lises ce passage-là sur l'avant et sur l'après. J'écris ces lignes plusieurs semaines après le drame, et je me rends bien compte en les écrivant de l'évident décalage entre la situation et mon sentiment de la situation. Une prise d'otage avait lieu non pas au bas de mon immeuble, mais à une porte de Paris de chez moi. Mes enfants étaient, à cet instant, tout au moins en sécurité dans leurs écoles respectives. Il s'agissait de les récupérer puis de rentrer à Bagnolet. Pourtant, j'ai encore, sous la peau, l'effroi de ces moments. La terreur de penser que désormais ça n'allait plus s'arrêter, que le cercle de violence allait grandir encore et encore, se rapprochant chaque fois davantage, nous rendant fous avant même de nous avoir atteints, et que bientôt nous serions tous pris. Il y avait eu mercredi, il y avait désormais vendredi, il y aurait certainement ce soir, puis demain, puis les autres jours. Plus rien ne serait comme avant, plus rien ne serait stable. Il n'y aurait plus de terre ferme. La terre ferme, c'était avant. C'était dans un monde en quelques heures disparu. Alors ce tiraillement, tu l'exprimes à travers plein d'oppositions, plein d'antithèses, comme on dit. Par exemple, l'opposition, l'antithèse entre la mort et la vie. Il y a la mort, forcément omniprésente avec la tragédie de tous ces attentats. Et puis il y a ce qui t'arrive à toi, personnellement. Tu es enceinte. Mais c'était un paradoxe inouï, presque violent, tellement il était justement paradoxe. C'était que je portais la vie à ce moment-là, alors qu'autour de moi, je sentais la mort partout. Voilà. Et en fait, voilà, finalement, ce livre, c'était aussi, disons, si j'en parle factuellement, essayer de faire coexister trois pôles, ou je ne sais pas trouver le mot plus juste, de ces événements qui pour moi faisaient irrémédiablement, effectivement, basculer le monde tel que je pensais, en tout cas le monde que je pensais jusqu'alors habiter, la perte de cette maison et une naissance à venir, la naissance à venir. Voilà. Essayer de rassembler ces trois choses que je vivais à ce moment-là, forcément de manière concomitante et donc très 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 paradoxale. Voilà. Et là, je veux bien que tu nous lises
C'est tout début du roman. Dispersion. L'attentat a créé un trou au-dedans de moi, un trou sans fond, dans lequel je tombe. Je tombe, je tombe, je tombe. Je tombe dans mon corps et je ne veux pas tomber. Je ne veux pas que mon corps soit un trou. Mon corps est ce qui me rassemble, mon corps est ce qui m'élève. J'ai mis 40 ans à aimer mon corps. Je lutte pour faire cesser la chute. Je lutte pour retrouver mon corps. La nuit dernière, la nuit qui a suivi l'attentat, j'ai dormi par plage de 30 minutes. Chaque fois, je me réveillais en sursaut, trempée de sueur. Les images de l'attentat, dont je n'avais pourtant pas été témoin et que je n'avais pas voulu visionner sur Internet, sauf l'espace d'un millième de seconde, lors duquel j'avais cliqué sur le début de la vidéo. Au premier coup de feu entendu, j'avais aussitôt actionné le bouton arrêt. Je ne pouvais pas, je n'étais pas capable d'entendre ça. Mon ventre s'était durci, les vagues de contraction s'étaient déclenchées. J'étais à 5 mois et demi, je ne pouvais pas accoucher maintenant. Les images supposées, fantasmées de l'attentat déferlaient dans ma tête. Je voulais les repousser. Je refusais d'imaginer le carnage dans la salle de rédaction, la stupeur, l'effroi, les regards, les derniers mots. J'essuyais ma gorge et ma poitrine couverte de sueur. Mon ventre était encore dur. Depuis l'attentat, il était dur, mais le bébé bougeait. J'essayais dans le même temps de retrouver en moi une image qui m'apaise, qui me permette de reprendre mon souffle. Une image de beauté et de paix. Je me suis imaginée nageant dans la Méditerranée au large de la plage Paloma. Je me suis imaginée à toute force. C'est l'été, mon corps dans la mer, mon corps heureux dans la mer. J'essayais de retrouver la sensation de l'eau sur ma peau, ma tête plongeant et replongeant dans l'eau, mon visage mouillé, mes cheveux mouillés, ma gorge mouillée, et moi respirant à chaque brassée, avançant dans cet espace ouvert, immense, calme. Dispersion, dispersion. Et de toute cette nasse, cet imbroglio de sentiments contradictoires, il y a quand même une injonction, un ordre que tu te lances à toi-même un petit peu plus loin, c'est il faut retrouver le sentiment de joie intérieure. Mais cette phrase m'a sauvée. C'est-à-dire qu'effectivement, ce que je raconte, c'est que la nuit du 7 au 8 janvier, justement, cette nuit que je raconte, je me réveillais et il y avait cette phrase qui m'arrivait de je ne sais où, qui ne passait pas, c'était pas une phrase pensée, c'était il faut retrouver le sentiment de joie intérieure. Et j'avais le sentiment que c'était comme quelque chose auquel il fallait se raccrocher. C'était des mots joie intérieure à ce moment-là que je ne comprenais plus, mais je savais que ces mots-là étaient essentiels. Et il allait falloir lutter, reprendre des forces, justement pour la reconquête de ce sentiment. Et finalement, mais ça je le dis maintenant, bien des mois après avoir fini ce livre, j'ai l'impression que ce livre est du début jusqu'à la fin une tentative de reconquête du sentiment de joie intérieure. En fait, c'est comme ça qui m'apparaît aujourd'hui. Alors, il y a une autre opposition très forte dans ton roman, c'est l'opposition entre l'intérieur et l'extérieur. Alors, l'intérieur, le refuge, c'est la maison, si belle. Les sonorités de ce nom, c'est incroyable. Comment définir cette maison autrement que comme le lieu du refuge? Cette maison, c'est tout ce qui t'ancrait l'écriture dans la vie, depuis l'enfance. Depuis le 7 janvier, j'ai perdu le sentiment jusque-là évident d'une ligne de démarcation nette, étanche, entre l'intérieur et l'extérieur. Depuis le 7 janvier, tout est devenu poreux. L'effondrement s'est infiltré sous ma peau, le monde m'est rentré sous la peau. Alors après le pire, après la mort, la barbarie, il n'y a plus de frontières. Dans un autre contexte qui serait pas tragique cette fois-ci, l'absence de frontières peut donner lieu à un appel d'air, à un point de départ formidable pour l'écriture, où il s'agira de redistribuer les choses selon une nouvelle donne, de nouveaux critères. Donc, j'aimerais que tu nous lises ce désarroi qui est le tien par rapport à cette opposition très violente entre l'extérieur et l'intérieur, et puis ensuite, dans la foulée, c'est page 50, je te guiderai, ce que tu organises justement pour pallier le problème, pour que
il n'y ait plus de ce hiatus insupportable. Ce que je voudrais dire juste avant de lire, c'est qu'en fait, j'avais cette immense question au départ du livre, que j'ai essayé d'explorer dans le livre, c'était pourquoi, alors que je n'étais pas victime, que le 7 janvier, je venais de raccompagner ma fille, on était toutes les deux à la maison, etc. Pourquoi, alors que je n'étais pas victime, j'avais le sentiment qu'une part de moi avait été atteinte. Voilà. C'est quelque chose que je voulais comprendre par l'écriture. Voilà. Durant de nombreuses années, les points de contact entre l'intérieur et l'extérieur ont été parfaitement nets. Je savais distinguer sans la moindre ambiguïté ce qui appartenait au monde de ce qui relevait de ma sphère intime. C'était évident. Je ne me posais à vrai dire pas la question. Puis cela a commencé insidieusement d'abord. Le réel s'est fait de moins en moins délimité, de plus en plus complexe et mouvant. Les frontières sont devenues poreuses. Ce qui se passait en dehors de moi pouvait se distordre jusqu'à envahir mon espace intime et lui appartenir. Mais demeurait de façon indiscutable un intérieur et un extérieur, un dedans et un dehors. Mon corps en garantissait l'ultime délimitation. Page 50. Quelque chose se passe. Un effroyable doute s'est introduit en moi. Je me suis demandé s'il était possible que j'ai si mal évalué le réel que je me trompe complètement de réaction. Il me semblait depuis mercredi que chaque nouvelle vague de violence s'en prenait directement à mon corps, et ainsi que j'étais prise et mes enfants avec moi dans le cercle de violence. Or, peut-être nous trouvions-nous à l'extérieur du cercle. Étions-nous, bon sang, à l'extérieur ou à l'intérieur du cercle de violence? Étions-nous des victimes ou étions-nous protégés? Quelle était la frontière entre les attentats et moi? Y en avait-il seulement une? Je ne le savais plus. Je ne savais plus situer mon corps. Je ne savais plus s'il était au-dedans ou au-dehors. J'étais de nouveau assiégée par le sentiment de ne plus savoir regarder le réel tel qu'il était en vrai. Le réel était trop énorme, trop difforme. Le réel s'enfonçait dans mon corps et en pulvérisait les contours, me dépossédant de moi-même. Alors que je m'efforçais de bien garder en tête le périmètre de confinement, moi-même, je n'avais plus de périmètre. Moi-même, j'étais devenue un corps sans limite, un corps qui se désagrégeait. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti tout au long de cette année 2015 et encore après. Ce sentiment qu'effectivement mon corps n'était plus capable à ce moment-là d'être le garant de cette délimitation entre l'extérieur et l'intérieur. Cette obsession, je ne sais pas si vous l'avez vécue vous aussi, après les attentats du 7, 8, 9 janvier, après les attentats à nouveau du novembre, après les attentats de Nice, d'être à ce point percuté par la violence que on est là, et en même temps on est tellement obsédé par ce qui vient de se passer qu'on n'arrive pas à intégrer justement qu'une part de nous est là-bas aussi. Ça, c'est l'empathie. C'est une empathie, mais peut-être plus qu'une empathie. J'avais le sentiment que je perdais c'est penser à ce point aux autres, à ceux qui viennent de perdre la vie, qu'on se sent dépossédé de soi-même. C'était très étrange, c'est quelque chose dont on appartient à une génération quand même très très privilégiée. Et même s'il y a eu des attentats en France lorsqu'on était plus petite, moi c'est la première fois que j'ai le sentiment d'être confrontée directement ici à ce genre de violence et ce que ça provoquait du coup, en particulier sur le corps. Et là, juste ce petit paragraphe où tu nous expliques bien que ce nouveau rapport au corps induit un nouveau rapport à l'espace qui se distribue à travers 3 dimensions. Oui. Très inédites. Toute la nuit, 3 dimensions se sont télescopées en moi, disjoignant mon corps allongé dans le lit. La première, m'écrasant vers la terre, le carnage. La deuxième, me propulsant à l'horizontale, mon corps avançant dans la mer. La troisième, enfin, ascendante, à laquelle je ne parvenais pas à m'agripper, la joie. C'est ces 3 dimensions que j'ai lues tout à l'heure, quand je parlais de la nuit, c'est ça. C'est effectivement
d'être comme si le corps était, comment dire, violenté à ce point qu'effectivement, il a un autre rapport à l'espace. Effectivement, enfin c'est là, sinon je vais faire de la paraphrase, c'est vraiment idiot, mais c'est ça, le carnage, la tuerie, l'effroi qui vous fait tomber, qui vous fait tomber à terre, qui vous entraîne vers le bas. Cette tentative de retrouver mon souffle, donc avec cette image de moi nageant dans la mer, voilà, donc l'horizontale, la mer, et cette verticalité à laquelle, à ce moment-là, je n'arrivais pas à retrouver, le sentiment de joie intérieure. Et justement, voilà. tu structures vraiment cette dissociation avec le vertical et l'horizontal. Oui. Si tu veux, tu peux... Mais parce qu'en fait, finalement, je m'aperçois là, en réfléchissant moi, que c'est l'écriture qui permet de rassembler. En tout cas, pour moi, c'est ce qui s'est passé. Cette expérience, le livre, hein, chaque livre soit une expérience, l'écriture m'a permis de réunir à nouveau ces trois dimensions. Mais il y a une expérience horizontale avec le fil de l'écriture sur la page, et la verticalité, elle est dans une forme de transcendance, il n'y a rien de religieux dans ce que je dis, mais de résilience, quelque chose qu'on essayerait de reconstruire malgré tout, malgré la nuit. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, je pense, mais ça c'est vrai de tout, et c'est pour ça, on parlait tout à l'heure de toi, de ton travail d'enseignante, et moi des ateliers d'écriture. C'est ce que je trouve bouleversant dans l'écriture, c'est comment l'écriture permet de retrouver une unité. Voilà. En tout cas, moi, elle m'a toujours permis de retrouver mon unité dans les moments où celle-ci était menacée. Et je pense vraiment que ce livre est, pour moi, de ce point de vue-là, totalement dans cette lignée. J'ai le sentiment d'éclater, dispersion au début du livre, et toute l'écriture va être cette tentative de reconquête d'une unité et de reconquête d'un corps vertical, debout, ancré. Alors cette quête de la reformulation de soi et du monde à travers l'écriture, elle est même visible typographiquement à un moment dans ton livre où la phrase se dévide sans ponctuation, et j'aimerais que tu nous fasses entendre cette phrase et que tu nous expliques ce qui s'est passé dans ta tête et aussi dans ton corps, parce que c'est pas avec la tête qu'on écrit, hein, c'est avec le corps. Qu'est-ce qui s'est passé, page 33, entre autres parce que ça dure très longtemps, il y a de temps en temps une virgule qui se balade là, tu vas nous expliquer pourquoi tu as comme une. Et voilà. Je tombe, je tombe, je tombe, je n'en finis pas de tomber. Ce sont eux qui sont morts, eux là-bas à quelques rues d'ici, eux pas moi, mais moi je tombe, je tombe. Pourquoi est-ce que mon corps tombe comme ça? Pourquoi est-ce que ça ne s'arrête pas? Mon corps qui se décroche de moi, je suis décrochée de moi, je suis décrochée en moi, je me décroche. Je suis allongée sur mon lit mais je continue à tomber. Je suis allongée sur mon lit mais je ne sens plus mon corps, je ne sens plus mon dos, je ne sens plus les délimitations de mon corps. Je voudrais que ça s'arrête, faire cesser la chute, retrouver une pensée. Je tombe dans un trou sous moi, sous mon corps, mes jambes, mon sexe, je tombe dans un trou. Ils ont tué 11 personnes du journal. Ils sont entrés dans l'immeuble, ils sont montés et ils ont tué 11 personnes du journal. Ils étaient 2, ils sont entrés dans la salle de rédaction, ils ont tiré sur eux. Ils ont tiré à bout portant sur eux, assis autour de la table de la rédaction. Eux qui étaient en train de discuter, de se gratter la jambe, de se moucher, de s'asticoter. Eux qui les ont vus arriver, ont dû entendre du bruit, ont dû lever les yeux d'abord en souriant, d'abord en se marrant, ont dû les voir. La dernière vision de leur vie, de toute leur vie entière, ça a été ça, de les voir, eux tous les deux, avec leurs armes pointées sur eux. Est-ce que les visages ont eu le temps de se figer? La dernière vision de leur vie, ça a été ça. Et déjà, c'était fini. Ils les ont vus débarquer dans la salle de rédaction. Ils les ont vus débarquer, les 2 hommes qui ont levé leurs armes sur eux et les ont abattus à bout portant. Et déjà, c'était fini. Ce sont eux qui sont morts et c'est moi qui tombe. Pourquoi est-ce que je tombe? Pourquoi est-ce que je tombe maintenant? Je tombe alors que ce sont eux qui sont morts. Est-ce que je suis si faible que ça? Est-ce que je suis si faible à tomber comme ça sans pouvoir m'arrêter? Je ne savais pas que j'étais si faible. Je découvre aujourd'hui combien je suis faible, combien je suis molle. Je ne peux même pas avoir honte. J'arrive même pas à avoir honte. Je tombe. Ils sont entrés dans l'immeuble, ils sont montés. Et ils ont tué 11 personnes du journal. Je ne peux pas. Je ne peux pas.
Je ne sais pas ce que je ne peux pas, j'aimerais savoir ce que je ne peux pas, mais je sais que je ne peux pas. Je ne peux pas, je ne peux pas. J'ai oublié ta question. C'était pourquoi est-ce que j'ai écrit. Mais voilà, ça, je vais redire quelque chose d'infiniment banal, mais qui finalement est... Tout le travail de l'écriture, il est là-dedans. Moi, je cherchais à chaque fois à trouver la forme qui, plus que coller au sens, va même dilater le sens, va faire en sorte que les mots aient encore plus de sens, justement grâce à cette forme. Et l'écriture, c'est de la musique, voilà. Et c'est trouver cette sonorité, cette rythmique, cette musique, même quand on parle de carnage, qui va tenter d'exprimer justement ce que les mots n'arrivent pas suffisamment à exprimer. Et effectivement, c'est physique, c'est cette énergie-là, voilà, d'exprimer ce sentiment-là, de cette chute-là, à ce moment-là, cette sidération, sentiment oui, que ce sont eux qui sont morts et que mon corps est quand même atteint, que la violence du monde a imprimé sa folie sur les contours du corps. Et donc, travailler la phrase, travailler la rythmique de la phrase, jusqu'à ce que j'ai l'impression d'entendre quelque chose qui va se rapprocher de ce que je ressens. Voilà. Et je suis dans... Il n'y a pas de souffle à ce moment-là. Hein. J'ai perdu le souffle à ce moment-là. Ce sont le premier passage sur la sidération, là, enfin, un des premiers passages que tu m'as fait lire, et celui-ci, ce sont vraiment des passages que j'ai écrits dans les jours qui ont suivi, les 7, 8, 9 janvier. Et voilà. Pourquoi il n'y a pas de virgule? Parce qu'il n'y a pas de souffle. Et pourquoi parfois il y a une virgule? Parce que parfois il y a une... La pensée se déploie. Elle n'est pas toujours dans un continuum, je ne sais pas comment dire. Il y a un moment où il y a une légère bifurcation, et il faut la marquer, me semble-t-il. Mais c'est totalement intuitif. C'est Herta Müller qui elle pense à la barbarie nazie et qui a écrit un roman qui s'appelle Bascule de souffle. Oui. Paul Celan, un recueil de poèmes renverse de souffle. C'est exactement ce que tu viens de dire. Les mots, tes mots, ce que tu inventes, ce que tu écris, ce que tu publies t'aident à tenir debout, mais il y a aussi les mots des autres. Est-ce que tu peux nous parler de cette soirée salvatrice pour toi au théâtre quand tu assistes à une représentation d'une pièce à Palatonov? Oui, ça c'était vraiment c'était un moment très fort. C'était le 14 janvier 2015, donc exactement une semaine après le mercredi 7. Il se trouve que j'avais des places avec une amie depuis un moment pour aller au Théâtre de la Colline voir une pièce de Tchekhov, une pièce de jeunesse qui s'appelle Platonov. Je suis arrivée là, nous sommes tous, je pense, arrivés là ce jour-là dans le hall d'entrée du théâtre. Qui était ouvert, ce qui n'était pas évident. Oui, ils venaient d'ouvrir depuis le dimanche soir, je crois. Hein, je crois que ça a été fermé jusqu'au dimanche soir, qui est donc lundi, et ils ont ouvert le mardi l'après-midi. Ouais. Et donc on partageait tous quelque chose, hein, de ce sentiment de chant de ruine, de ce choc, etc. On s'est assis, les lumières se sont éteintes, je ne connaissais pas la pièce. C'était comme dans toutes les pièces de Tchekhov, un monde des personnages, disons, dansant sur des mondes en ruine, voilà, un monde au bord de la décomposition qui était représenté là, devant nos yeux. Et il s'est passé quelque chose d'absolument extraordinaire ce soir-là, dans mon cœur, mais aussi, je pense, dans beaucoup de cœurs de ceux qui étaient là, présents. Il y avait une énergie sur le plateau extraordinaire. Il y avait des mots qui avaient du sens, qui faisaient tellement écho à ce qu'on venait de vivre, mais même pas seulement. Des mots qui retrouvaient le sens. Il y avait une beauté de la langue, il y avait la poésie, il y avait une force intérieure dans ce qui était dit, qui a fait que, quand ça s'est arrêté, moi j'avais le sentiment d'avoir justement pu à nouveau commencer à attraper ce sentiment de joie intérieure. Quelque chose s'était passé, je n'étais plus dans le même état que 2 heures plus tôt. C'est absolument idiot à dire, mais tellement vrai que l'art sauve de la barbarie. Enfin là, tout à coup, on était sortis à un moment de la barbarie et on se disait, moi je me suis dit,
on va y arriver, on va retrouver le sens. Voilà. Alors, ce que tu dis me fait immanquablement penser, bon, c'est des mots qui sont connus, mais c'est bien, je pense, de se les rappeler là ce soir avec toi, Laurence. Vous savez, en 64, Sartre reçoit le prix Nobel de littérature, il le refuse parce qu'il dit « La nausée ne fait pas le poids devant la mort d'un enfant ». Tout comme en 1949, Adorno avait dit qu'écrire un poème après Auschwitz, ce serait barbare. La littérature, c'est dérisoire, etc. Face à la barbarie, face à la mort, au scandale absolu. En l'occurrence, la mort d'un enfant. Et un peu après, il s'agit pour chacun d'arracher de son vivant sa propre vie à toutes les formes de la nuit. Mais exactement. Et est-ce que c'est tellement... Cette phrase, vous voyez, il y a une telle violence du monde, là, partout, sur les trottoirs, les enfants. À chaque moment, on est percuté par cette violence-là, par cette misère-là. Je trouve de plus en plus, enfin, elle ne peut pas rester extérieure à nous. Et je crois que justement, notre devoir d'humanité, c'est de, coûte que coûte, de ne pas renoncer, de ne pas abdiquer et de chercher chacun à sa manière, et ça c'est très très juste, chacun à sa manière, là où il va pouvoir retrouver du sens, de la joie, de la lumière et éclairer à l'extérieur de ça. C'est très important et chacun le fera à sa manière. Pour moi, c'est par exemple cette soirée qu'on vient d'évoquer, le 14 janvier, c'est un livre que je lis et qui va me bouleverser, c'est une musique, mais chacun, ça peut être un échange, mais je crois que c'est un devoir parce que sinon tout nous pousse à sombrer. Je trouve tout nous pousse à sombrer et on a des enfants, il y a des enfants, il y a la vie qui continue, mais on n'a pas le droit de renoncer, je trouve qu'on n'a pas le droit, c'est idiot de dire ça, mais il faut chercher ce qui va illuminer de nouveau. Et pour toi, la réponse, c'est la littérature, c'est la Une création. des réponses. Une des réponses, c'est la lecture. Oui. J'en suis absolument convaincue. Mais et c'est très concret, en fait, c'est pour ça que je voulais raconter cette scène du 14 janvier. C'était très concret, c'est-à-dire que quand on s'est relevé, quand je dis on, parce que j'étais avec une amie qui... C'était pas un truc d'un télo. C'était pas, ah oui, là, c'était là. C'était là, j'étais plus dans le même état, c'était physique. Bien sûr. Voilà. Alors, la barbarie, l'horreur de l'histoire, on vient forcément sur le tapis le thème primordial de la mémoire que tu évoques à nombreuses reprises dans ton livre. On vend la maison à Nice, si belle, et je m'étais dit, sans tout à fait le comprendre, je vais perdre ma mémoire. Alors, cette maison familiale, c'est ta mémoire, tu peux nous en reparler évidemment. Et pourquoi, Laurence, est-ce si important de ne pas perdre la mémoire? Pourquoi est-ce qu'elle est un viatique, une possibilité justement pour ne pas perdre pied, pour ne pas céder à la tentation Alors oui, cette maison, juste revenir deux mots, cette maison, effectivement, c'était la maison de mes grands-parents maternels italiens immigrés en France dans les années 30, et donc effectivement, c'est le lieu de la mémoire, on n'a peut-être pas le temps de s'étendre des souvenirs, de l'ancrage, du refuge. Et pourquoi est-ce important? Parce que je crois, alors je sais que, par exemple, dans ma famille, je suis en profond désaccord avec mon père sur cette question. Donc j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui pensent autrement que moi, mais pour moi, c'est très important de ne pas perdre la mémoire parce que je pense que le passé irrigue le présent. Voilà. Et que perdre son passé, perdre sa mémoire, on perd toujours une part de son passé, mais essayer de moins le perdre possible, je ne sais pas comment dire ça mieux que ça, c'est se donner la chance d'être encore plus présent à son présent. Voilà. C'est toujours cette dimension de verticalité en fait. J'avais fait paraître un livre en 2014 qui s'appelle Une vie à soi, qui revient beaucoup après le choc d'une rencontre irréelle, enfin intérieure on va dire, avec la photographe Diane Arbus, qui revient beaucoup sur des moments de mon enfance que j'avais cru avoir presque perdus. Et j'ai eu le sentiment, quand j'ai écrit ce livre, Une vie à soi, de retrouver ma verticalité. Parce que, justement, je retrouvais mon passé et que ce passé venait à nouveau, irriguer, nourrir mon présent.
on est constitué de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a, ceux qu'on a connus, qui ne sont plus là. Moi, j'ai l'impression de vivre avec mes morts et mes vivants. Voilà, perpétuer la mémoire à titre individuel, intime, mais aussi, enfin, ça me semble tellement important aujourd'hui, aussi à titre collectif, ne pas oublier pour mieux savoir naviguer dans le présent. Alors, à un moment donné, tu convoques les voix de, alors je ne sais pas si je vais bien prononcer, Zeruia Chalef et de Aaron Appelfeld, dont on a parlé avec les étudiants qui vont connaître, parce que tu fais une comparaison entre Israël, ce qui se passe là-bas, et les tout récents attentats parisiens. Moi, je comprends très bien le rapprochement et je trouve juste. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Parce qu'il y a certainement des gens qui vont trouver ça bizarre. Oui, c'est-à-dire, c'est pas tant que je fasse un rapprochement, c'est comme je le dis dans le livre, je sais bien que la situation en Israël n'a rien à voir avec celle qu'on a vécue, aussi violente qu'elle soit en 2015 en France. Mais justement, on en revient à cette chose de l'innommable. Je sens que pour moi, c'était très important. Dans cette année 2015, j'avais l'impression d'être perdue, voilà, de ne pas toujours trouver les mots, de même rarement savoir les trouver. Et j'ai pensé à eux. J'ai pensé à eux, à David Grossman, etc. Ce sont aussi des écrivains que j'avais lus et qui m'habitent beaucoup. Eux qui vivent justement, eux, au quotidien, depuis très très longtemps, cet imprévisible. Comme dit Zeruia Chalef, un matin vous prenez cette rue, le soir vous rentrez chez vous, vous auriez pris la rue d'à côté, vous n'étiez plus là le soir à dîner avec vos enfants. J'ai eu besoin d'entendre leurs mots comme les mots de frères et de sœurs qui me guideraient là encore. Et je crois beaucoup à ça aussi, à cette fraternité. Alors moi je me suis tournée vers des écrivains, mais voilà, eux qui vivent ça au quotidien, et comment l'expriment-ils? Et ça m'a profondément rassurée. Par exemple, il y a une phrase de Appelfeld qui dit il n'y a plus de centre, il y a une fragmentation de tout. Et quand j'ai lu cette phrase, j'étais infiniment rassurée. Ce que tu nous as parce que, voilà, c'était dit avec une extraordinaire densité, une extraordinaire synthèse. C'était exactement ce que je ressentais. Et je trouve que c'est très rassurant. Et en fait, c'est la lecture, c'est la beauté de la lecture, la force de la lecture. On a tous fait cette expérience-là, tous, puisque vous êtes là et que donc vous aimez les livres. De lire un livre, et on a le sentiment que l'auteur chuchote à notre oreille tellement on trouve exprimer les sensations, les sentiments qu'on porte au plus profond de nous et qu'on ne sait pas exprimer de manière limpide et claire. Et ça, c'est extraordinaire, parce que c'est une... on n'est plus seul à ce moment-là. Voilà. Donc oui, j'ai eu besoin de me tourner vers eux. Je sais qu'il y a... Malheureusement, j'aurais pu me tourner aussi vers des écrivains d'autres pays, parce que combien de pays sont confrontés à ça. Ces écrivains-là, je les connaissais, donc il y avait déjà quelque chose qui me reliait à eux, on va dire. Voilà. Alors, il nous reste un peu de temps pour des questions, justement pour que tes lecteurs se relient à toi. Relier et lire, c'est le même verbe, Oui, c'est très très beau. Donc, lumière pour qu'on puisse vous voir. Et n'hésitez pas à... Pas de lumière, pas la gueule. J'aimerais bien, voilà, que vous puissiez vous Laurence, dans ton roman, tu nous racontes de très bons moments que tu as vécu dans cette maison en Italie. J'ai l'impression que tu n'as pas encore tout dit. Justement, les attentats t'ont un petit peu détourné de ce qui s'est passé là. Est-ce que tu ne nous écrirais pas une petite fiction pleine de vie intérieure, de joie de vie intérieure, en reprenant comme décor cette maison? Ça, je ne sais pas. Tu vois, c'est vraiment... c'est ce que je disais au début de la rencontre. Il faut vraiment qu'à un moment donné,
je ressente la nécessité absolue d'un livre et pas un autre. Je décide jamais dans ma tête, je me dis jamais dans la tête, tiens, ça serait intéressant, j'avais écrit 80 pages que j'ai mis de côté sur l'histoire de mes grands-parents, ça serait intéressant d'en faire un livre. Je ne peux pas faire comme ça. Je trouve que c'est une telle énergie, l'écriture, que j'ai besoin pour pouvoir, pendant 1 an et demi, 2 ans et demi, me mettre tous les matins à ma table de travail, j'ai besoin de ce désir fou. Et donc là, aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être que ça viendra un jour, autrement, par des... Mais aujourd'hui, je ne me ressens pas comme ça. Ouais. Mais certainement, tu vois, par exemple, là, je suis dans le bonheur de l'écriture d'un livre, c'est quand même un moment quand on est... c'est une fiction, c'est un retour à la fiction, et je ne parle pas de ma maison, d'abord parce que c'est une fiction, et on sait bien que toutes les fictions sont des choses très personnelles, évidemment, et il y a des échos, ça et là, que moi, en tout cas, je sais reconnaître de la maison, mais qui sont très diffus, tu vois. La maison existe, mais peut-être qu'un jour, oui. C'est juste qu'on aurait aimé savoir ce que serait devenu ces 80 pages sur la maison sans les attentats. Bien sûr. Je comprends très bien la question. Mais l'écrivain, je crois qu'il est toujours un témoin, comme le pensait Ceylan, un écrivain en situation, comme le disait Sartre. On ne peut pas faire abstraction du monde, c'est une question de sérieux. Et c'est comme en physique, hein, rien ne se perd, mais tout se transforme. Et c'était le destin, je crois, de ces 80 pages, de devenir ce livre-là de 300 pages. Ça ne pouvait pas se passer autrement. En tout cas, au moment de janvier, ça ne pouvait pas se passer autrement, ça c'était clair, ça c'est sûr. Et c'est la première fois, alors là c'est quand même, c'est la première fois que l'irruption du réel est telle qu'elle vient totalement bousculer en cours de route un livre. Ça m'est jamais arrivé, ça m'était jamais arrivé. Mais je te raconterai la maison. Moi, je vais faire un commentaire. Enfin, une question-commentaire. En fait, John Irving dit tout l'inverse. John Irving dit que quand on parle de soi, c'est qu'on n'a plus rien à dire. C'est ma copine, elle dit, il y a toujours des questions comme ça. Ça va. Donc, je me posais la question, est-ce que vous avez toujours besoin de ressentir pour écrire ou finalement... Ben voilà, qu'est-ce que vous pensez de ça? Je ne suis pas du tout d'accord avec ça, puisque justement, mon parcours montre bien... j'ai fait 6 fictions. Après, j'ai fait 4 textes autobiographiques. Là, je reviens à la fiction. C'est pas ça. Non, ce que je veux dire, c'est par rapport à l'écriture, en fait, par rapport au... C'est pas un jugement par rapport à vos écrits, c'est un regard par rapport à la littérature et au, comment dire, au travail d'écrivain. Ouais. Pour moi, cette frontière-là est très, très artificielle. La frontière de la fiction et du travail autobiographique. Parce qu'encore une fois... et je le vois bien là que je suis à nouveau dans une fiction puise au plus profond de soi, quelle que soit la fiction. Et là vraiment, c'est Lucienne Freud qui disait, quand je peins un guéridon, je fais un autoportrait. Oui, mais je crois profondément à ça. Ou alors le livre ne peut pas venir de l'extérieur de soi, sinon il est fabriqué. Voilà. Donc, quel que soit le travail d'un auteur, avec des styles très différents, voilà, donc cette frontière me paraît totalement artificielle. Pour moi, c'est une question de territoire, en fait. Et il y a des moments où moi, je me suis sentie, dans mes phases d'écriture, au plus libre, avec un travail fictionnel, et d'autres moments, je me suis sentie le plus libre avec un travail autobiographique. C'est comme un peintre qui, à un moment, va avoir telle phase, travailler, je vais dire une banalité, mais c'est ça, pour moi, je le vois vraiment comme des phases, et c'est ça qui est extraordinaire dans la création, c'est de laisser ces mouvements se faire, et de les accepter. Voilà, et de pas les... Voilà, donc c'est vrai que moi je suis pas du tout d'accord avec ça. Je trouve que... Dali Ernaud, je trouve qu'elle fait son dernier livre, par exemple, je trouve que c'est un chef-d'œuvre, Mémoire de fille.
Et c'est pas qu'elle n'a plus rien à dire, c'est universel, ça nous concerne tous. Voilà, je parle de Dali Arnaud, mais voilà, Mais on peut très bien en littérature ne pas être concerné sans se projeter et être dans un travail de littérature, vous voyez. Il n'y a pas forcément... Et c'est le travail autobiographique, la littérature, pour moi, c'est le travail de la langue. Oui, mais je venais de dire, c'est universel, on s'y retrouve tous, mais finalement, on pourrait très bien se retrouver dans la littérature, dans des livres, enfin, dans des histoires, justement, où ça ne nous concerne absolument pas, et avoir un travail de littérature. Enfin, vous voyez, il n'y a pas forcément une projection personnelle par rapport à un sentiment ou à un acte. On n'a pas besoin de se projeter. Là, vous parlez de l'auteur quand vous dites « on » ou vous parlez du lecteur? Le lecteur. Le lecteur, ce que vous avez dit. Ah oui, voilà. Non mais le lecteur, après, lui, il est dans le plaisir immense de la découverte du livre. Mais là, je parlais vraiment du point de vue de l'auteur. Lorsqu'il... je sais pas, je suis peut-être pas claire, mais... moi, c'est vraiment... Ça s'est fait comme ça, vous voyez, je vois ça comme des phases. Et là, justement, mon travail de fiction est nourri de tout ce que j'ai compris du travail autobiographique, parce qu'en plus, le travail autobiographique, du coup, demande une triple exigence, vraiment, pour rester dans le littéraire, justement. Voilà. Justement, j'ai la curiosité de savoir comment vous faites pour trouver, pour avoir vraiment envie de vous lancer dans un sujet plutôt qu'un autre. En fait, c'est pour ça que je pose la question. C'est le sentiment de nécessité. C'est vraiment, ça a toujours été ça. Il y a un degré, en fait, il y a un degré où tout d'un coup vous avez cette chose que vous avez envie de dire. Enfin, je sais pas, c'est vraiment une question. C'est vraiment, la nécessité est à ce point que j'ai envie de me jeter sur les pages le matin. Quoi. Voilà. Et ça m'obsède. Et je ne comprends pas. Souvent, mes livres sont des questionnements. Je ne comprends pas quelque chose et justement, donc ça m'obsède, donc je veux y aller. Parce que je me dis, l'écriture va me permettre de comprendre ce que moi, avec ma tête, mon imagination, ce que j'ai appris, etc., je ne sais pas trouver, je ne sais pas comprendre. C'est un peu comme une psychanalyse alors. C'est génial, c'est un amour de fille. Non, c'est pas une psychanalyse. Parce qu'une psychanalyse, elle va pas vers l'autre. Elle va pas vers l'autre. Elle est entre soi et soi, la psychanalyse. Quand même, le pari de l'écrivain, c'est d'aller vers l'autre. C'est quand même le pari au départ. Il y a quand même le transfert, mais ouais. non, mais c'est vraiment... Ah, mais vous voyez, il y a vraiment ce... Sinon, on ne publie pas. On garde les manuscrits dans son tiroir. C'est pas la même chose. Et moi, c'est marrant parce que j'ai tenu pendant des années un journal que j'ai arrêté quand... Il faut qu'on libère la salle, c'est ça? 2 minutes. On va boire un verre. Que j'ai arrêté quand j'ai commencé à publier. Et parce que là, il y a le travail littéraire qui s'est greffé, qui a fait que ça pouvait s'élargir. Voilà. Merci. Merci à vous. Il nous reste quelques secondes là, mais on peut parler de l'autre côté pour boire un verre ensemble. Je suis sur ce que disait l'honorable voisine. Il me semble que sa question, c'était de savoir s'il n'y avait pas un paradoxe de l'écrivain comme il y a le paradoxe du comédien. Oui. Est-ce qu'on pourrait écrire sur quelque chose qu'on n'éprouve pas? Oui. Comment on peut, nous, comme interprètes, je le sais bien, on exprime des sentiments, on ne nous demande pas nécessairement de les éprouver pour que ça marche. Mais ça part toujours, vous voyez, par exemple, j'ai écrit mon deuxième roman, partait d'une mère infanticide. Voilà. Je ne suis pas une mère infanticide et je ne connais personne personnellement autour de moi, voilà, mais ça partait, en fait, ce texte partait du sentiment de solitude que j'ai essayé de creuser, comme fait, je crois, un comédien, à partir de quelque chose qu'il connaît. Il essaye de s'approcher du personnage qu'il doit interpréter. Enfin, il me semble. En tout cas, moi, c'est comme ça. Et donc, après, j'ai toujours les questions. Mais comment ça se fait? Vous avez... est-ce que vous avez connu une femme accusée d'infanticide, etc. Comment vous avez fait, etc. Non. Mais je suis partie de quelque chose qui était intérieur, le sentiment de solitude, qui par l'écriture et par ce travail de forage de l'écriture m'a amené, j'espère de la manière juste, à ce personnage. Voilà. Je ne crois pas que ça puisse partir totalement de l'extérieur. Dans les faits, oui. On peut écrire sur des faits qu'on n'a jamais connus, ça c'est sûr. Mais ces faits partent d'un ressenti intérieur, d'un sentiment intérieur. Je crois. Enfin, est-ce que tu partages ça? Oui. Et mais cet impératif de la nécessité, oui, on écrit pour tenir debout, pour comprendre le monde, pour avoir moins peur, pour arracher à la nuit toute forme de vie.
Voilà, c'est à ça qu'on mesure la puissance d'une œuvre. Moi, je sens quand ce combat-là dans un bouquin, je me dis ça, c'est un vrai livre, honnête, parce qu'on a tout mis dedans. On a tout mis. Et moi, j'ai senti ça dans le livre de Laurence. Oui, c'est ce mot nécessité. C'est vraiment une belle synthèse de cet art-là, mais de celui qui est présent dans les autres livres aussi, de Laurence. Alors, il faut qu'on y aille. Merci.